Ravi de voir encore une fois une salle archi pleine et plein de gens qui attendent dehors mais qui ont loupé la dernière fermeture des portes, donc ouais, désolé. Je suis Jérôme Notichet, je suis le président de l'association Ethereum France et je remplace au pied levé Nathan qui a des petits problèmes de santé. Donc je vais vous présenter un peu Ethereum France pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà venus à un meetup Ethereum France? Qui n'est pas venu en fait à un meetup Ethereum France? C'est pour la première fois pour qui? Waouh! Et parmi ceux qui sont venus, est-ce que vous êtes déjà membre? Putain, j'ai pas grand chose à faire, hein, franchement, la vente. Bon, alors notre mission avec Ethereum France, on existe depuis quasiment 2015. En fait, en 2015, on organisait déjà des meet-up pour comprendre comment fonctionnait Ethereum avec une petite communauté crypto qui naissait à cette époque en France. Et à partir de 2016, on s'est structuré avec une association en 1901 et tout ça. À l'origine, l'association s'appelait Asset, A2S ETH. C'est pour ça que quand vous voulez faire des dons à l'association, vous envoyez ça à as.et, parce qu'on a le NS correspondant. Et on anime le site Ethereum France, qui est devenu en fait le nom de l'association parce que c'est une marque un peu plus forte. Et comme vous le voyez, notre mission chez Ethereum France, c'est de populariser la blockchain en général. Et Ethereum aussi, mais la blockchain en général, dans toute la francophonie. C'est une association qui fédère un écosystème assez dynamique, puisque de fait, comme on est là depuis quasiment le début du mainnet, on en a vu passer beaucoup dans nos meet-ups. On a des chaînes YouTube où vous pouvez retrouver tout ce contenu qui existe depuis des années et surtout le contenu des meet-ups qu'on organise et notamment d'ETHCC. ETHCC, c'est un événement qui est organisé par Ethereum France, une association de 1901. Donc on essaie de créer ce genre de rencontres et on essaie aussi de fédérer autour de ce genre de rencontres et de permettre à nos membres d'organiser des événements ou de réfléchir autour d'Ethereum, de publier des articles pour faire grandir notre écosystème et en particulier en France. Dans la francophonie, mais en particulier dans la francophonie, parce que l'année prochaine, vous savez qu'ETHCC, on l'organise en Belgique, à Bruxelles. Donc voilà, même date, grosso modo, même date, mais pas Paris cette fois, mais la Belgique. Alors on a des valeurs qui sont assez consensuelles, j'imagine, que vous retrouverez dans l'écosystème blockchain en général, qui sont de partager la connaissance, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, un désintéressement financier, une indépendance et surtout de la coopération. Indépendance, ça veut dire qu'Ethereum France, en fait, n'a pas de membres qui sont des entreprises, mais n'a que des membres qui sont des personnes physiques. Et historiquement, en fait, on est toujours resté indépendant, y compris de la fondation. Ethereum France se finance uniquement par les événements SCC qui sont organisés, mais aussi par les participations des membres. C'est pour ça que si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez aller sur le site de Ethereum France, il y a une petite truc, rejoignez-nous. C'est une association en 1901, donc vous prenez un abonnement, un membership à l'année. Ça vous donne droit à un super NFT que vous allez pouvoir chiller à vos amis pour dire « Ah, j'ai le NFT Ethereum France ». Ça vous donne accès à un Discord avec plusieurs channels qui sont dédiés aux membres et aussi à des événements qu'on fait en distanciel avec nos membres sur Discord. Donc il y a souvent des core devs francophones qui viennent parler sur nos Discord. Il y a plein d'événements qui sont organisés de ce côté-là. Et aussi, vous pouvez être un peu plus proche de l'organisation d'ETHCC qui se passe chaque année. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez passer un excellent meet-up. On a des intervenants de qualité aujourd'hui, comme chaque fois pour Ethereum France. Si vous voulez revoir ces présentations, vous les retrouverez sur les chaînes YouTube correspondantes. Et encore un grand merci à DeFi France de nous avoir aidés dans cette organisation. Et on est dans les locaux de Morpho, là, non? Non, Mangrove. Dans les locaux de Mangrove. Donc merci encore à Mangrove de nous accueillir pour cet événement. Voilà, bon meet-up à tous. Bonjour. Alors du coup, maintenant, on va parler très brièvement de DeFi France. Donc moi, je suis Arthur, je suis un des 3 cofondateurs de DeFi France. DeFi France, on a créé ça en 2019 avec Brice et Mounir de Paraswap. Donc c'est une asso qui vient un peu sur les traces de Ethereum France. On parle principalement de DeFi. À la fin, je vous montrerai, il y aura un QR code pour aussi rejoindre l'association. Donc il y a un Discord avec beaucoup de membres. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 membres, dont 500 actifs, on va dire. Et donc si vous avez des questions, soit pour rejoindre un petit peu cette mouvance DeFi ou des questions plus techniques sur des protocoles, je vous invite à rejoindre DeFi France. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'était un petit peu comment trouver son chemin dans le Web3. Et je vais vous expliquer un petit peu tous les types d'opportunités qui se présentent à vous si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Alors on va commencer par le plus simple. Donc que vous soyez très connaisseur en DeFi ou en blockchain, ou alors que vous voulez juste découvrir un petit peu de quoi ça parle, les quêtes, c'est un bon moyen de commencer à rentrer dedans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir des plateformes comme Galaxy, Dwork, Zilli, où vous avez aussi des Layer 3, par exemple.
Donc, c'est des plateformes sur lesquelles, que ce soit des protocoles, des chaînes ou autres, vont venir déposer des quêtes. Donc, le principe est le suivant. Je suis un protocole, j'ai envie d'attirer des utilisateurs sur mon protocole. Et potentiellement, j'ai envie de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui contribuent au protocole. Donc, je vais créer tout un ensemble de quêtes. Ça peut être déposer de la liquidité sur un protocole. Ça peut aller même jusqu'à, par exemple, on voit Atlantis, qui est une boîte française, qui faisait des quêtes pour, si jamais vous connaissiez quelqu'un qui est un institutionnel et qui pourrait être un borrower sur la plateforme Atlantis, bah, si vous leur donnez une connexion, vous pouvez toucher jusqu'à 1 000 $. Donc ce qui est bien, c'est que ces quêtes-là, elles sont généralement avec un scope assez précis. On va vous dire très précisément quelle action vous devez réaliser pour soit... c'est assez rarement gagner de l'argent, mais ça peut être gagner un NFT ou des petits goodies. Et donc, ça demande de votre part quand même un engagement initial. Il faut faire la quête pour gagner cette rémunération. Et donc, voilà, c'est à vous de vous donner là-dedans. Et ce qui est bien, du coup, c'est que ces quêtes-là, elles peuvent aussi vous permettre de farmer des airdrops par moment. Donc, si vous voulez juste connaître, pas risquer trop dans la DeFi à faire des trucs très compliqués, c'est un bon moyen juste de connaître des nouveaux protocoles, des nouvelles chaînes et de tester un petit peu tout quand vous ne savez pas trop quoi faire. Après, on va avoir tout ce qui est bounties. Donc, les bounties, c'est souvent pour des gens un peu plus avancés en termes de connaissances crypto. Les bounties, c'est généralement pour trouver des failles ou des bugs. Et donc, là, par exemple, c'est le ranking de prix pour des bounties sur Immunify. Donc, c'est chaque boîte qui va dire, moi, pour le niveau critique, je vais donner X montant, le niveau minimal, etc., X montant. Pareil, souvent, c'est des scopes assez précis où, vu qu'ils ne savent pas exactement quelle faille targeter, ils vont vous dire, nous, on va assesser à quel point la faille est critique ou pas. Et en fonction de ça, on vous dira quel est le montant du bounty que vous pouvez toucher. Donc, oui, on connaît les bounties de Google, etc. Mais il y a quelques protocoles DeFi, notamment sur Aken, ou des grosses chaînes qui font des bounties jusqu'à quelques millions d'euros. Donc, voilà, après, c'est super dur de chasser ces bounties-là, mais c'est un bon moyen de rentrer. Et des fois, il y a des petits bugs, donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, il y a tout ce qui est hackathon. Donc, il y en a un grand qui est assez connu qui s'appelle ETH-Global, qui est un hackathon généralement online. Donc, il y a des gens, je sais, qui sont ici, qui participent à ce genre de hackathon. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a des récompenses qui sont généralement offertes par des protocoles. Donc, le hackathon, il n'y a pas forcément de sujet particulier. Si vous développez sur une technologie où il y a un sponsor, comme Polygon ou Scroll, etc., vous avez des chances de toucher une des récompenses qui vont allouer sur les différents projets. Donc, ETH Global, en général, c'est plus de 100 cas de récompenses à chaque hackathon. Et donc, les protocoles ou sponsors tournent régulièrement. Ce qui est sympa, c'est que du coup, il y a plein de catégories. On peut aussi bien faire des NFT, de la DeFi. Et encore une fois, que ce soit des quêtes, les hackathons, etc., ce n'est pas juste pour des développeurs. Même si vous faites du design ou un petit peu de product management, c'est des choses qui sont accessibles. Et ce qui est sympa avec les hackathons, c'est que vous pouvez soit créer une équipe de A à Z avec vos amis, soit rejoindre une équipe si jamais vous avez personne avec qui vous associer en allant au hackathon. Et donc il y a aussi des hackathons en présentiel. Et généralement, ça se retrouve quand ça suit les événements Ethereum ou les événements de grosses chaînes. Après, il y a tout ce qui est grant. Donc les grants, en fait, c'est des subventions qui sont attribuées pour encourager les membres d'une communauté qui vont du coup construire sur le protocole en question ou faire des choses qui pourraient aider l'écosystème de ce protocole-là. Donc il y a différents types d'outils. On peut aussi bien faire appel à des grants quand on a un protocole et qu'on a envie d'externaliser du développement. Donc ça peut être sur des parties très cœur du protocole, mais ça peut être sur des choses très annexes, donc des dashboards, des outils d'analytics, des librairies, tout un tas de choses comme ça. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des récompenses. Maintenant, il faut aussi savoir que
des fois, il peut y avoir plusieurs personnes qui bossent en parallèle sur le même grant. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et puis souvent, il faut commencer par des petits grants pour être connu, on va dire, de la fondation, pour qu'ensuite, ils aient plus de facilité à vous donner des grants un petit peu plus costauds. Donc là, on cite des Ethereum Foundation, des Gitcoin, des AV, etc., qui donnent pas mal de grants. Et donc, si vous voulez les retrouver, il y aura des liens à la fin avec tout un tas de fondations qui proposent des grants. Voilà. Ensuite, il y a les canaux de job. Donc, il y en a un, je sais, sur Ethereum France, il y en a un sur DeFi France. Ici, je vois au moins 3-4 personnes qui ont chopé des jobs par ces canaux-là. Donc, n'hésitez pas à poster soit des offres pour les projets pour lesquels vous bossez sur ces canaux. Et nous, typiquement, il y a, je pense, 4 personnes de la boîte qui viennent de là. Donc, je vous avais mis juste un exemple de Pablo de Angle qui dit qu'il cherche des postes chez Angle. Et puis, même chose côté Mangrove, où on est aujourd'hui. Enfin, on peut parler d'incubateurs. Donc, alors, il y a quelques incubateurs américains qui marchent très bien. Donc, tout ce qui est Consensus Mesh, ou d'ailleurs on parlait de Gitcoin avant, mais Gitcoin a été incubé chez Consensus Mesh. Ce qui est intéressant avec ces incubateurs, c'est si vous avez déjà une idée, alors il y a même des incubateurs où vous venez sans idée, juste des compétences, mais généralement vous venez avec une idée et vous allez avoir du mentoring, vous allez pouvoir faire des workshops. En fonction de là où les founders ont leurs forces, il y a généralement aussi d'autres faiblesses qui ne couvrent pas. Donc, potentiellement, les incubateurs peuvent vous aider là-dessus, que ce soit du financement, gérer les finances de la boîte, essayer de déterminer quelle personne dans la core team est meilleure sur quel rôle. Et puis tout ce qui est structuration de levée, etc. Donc il faut savoir aussi que les incubateurs, généralement, ils prennent de l'argent, ce n'est pas gratuit. Donc ils vont prendre une part de l'entreprise. Il n'y a pas de pourcentage défini à l'avance. Ça va dépendre de plein d'éléments, mais on peut dire que c'est entre 2 et 10%. Donc je vous ai mis quelques exemples. Il y a Alliance qui est très connu. Il y a le Seed Club, Outlier Ventures qui est un très bon incubateur aussi. Donc maintenant, il y a un autre sujet qui est assez cool, qui est tout ce qui est on-chain, ongoing reward. Le principe, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, on avait tendance à faire des bounties ou donner de l'argent par rapport à un travail donné, et puis on donne de l'argent une fois. Il y a des fondations qui réitèrent tous les ans, on peut redemander de l'argent pour une prestation qu'on aurait pu faire. Mais tout ce qui est ongoing reward, c'est un petit peu plus intéressant dans le sens où si vous apportez de la valeur sur un protocole, que vous développez quelque chose qui génère de l'argent, et ben en fait, certains protocoles ont des mécanismes pour faire du streaming monétaire, donc rétribuer à hauteur de ce que vous avez apporté au protocole. Et tout ça, c'est streamé, donc c'est en live. C'est pour ça que là, il n'y a pas forcément de cap précis au niveau du montant. Et puis, vous avez la possibilité de créer des business qui sont assez indépendants en générant potentiellement des revenus de cette manière-là. Alors, je pense qu'on va en parler plus après. Mais voilà, un projet qui est assez intéressant, qui est Drips, qui permet du coup de faire ce qu'ils appellent des drip lists. Donc une drip list, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais aller regarder par exemple, moi j'ai un repo GitHub, j'ai des dépendances avec d'autres projets. Et pour le simple fait que je n'ai pas envie que ces dépendances avec d'autres projets s'arrêtent, j'aimerais rémunérer les dépendances que j'ai. Donc imaginons, c'est un exemple comme ça, mais vous utilisez une librairie particulière dans votre projet, et bien, vous pourriez les récompenser en faisant une liste comme ça. Donc les étapes sont assez simples en fait, tout le monde peut le faire. Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent streamer n'importe quel ERC20 sur n'importe quelle wallet. Et ça marche du coup dans l'autre sens. Vous pouvez recevoir des financements par Drips.
en fonction de ce que vous avez fait. Et donc le principe de DRIP, c'est surtout pour financer tout ce qui est projet open source. Donc c'est assez cool. Voilà, c'était juste une introduction. Après, on va avoir Mangrove et Starknet, il me semble. Si vous avez des questions, vous pouvez scanner le QR code. Il y aura tous les liens des fondations pour les grants, etc. avec la presse. Voilà. Je m'appelle Henri Lieuteau. Moi, je travaille pour la fondation Starknet, qui est relativement récente. C'est relativement récent aussi, parce que, vous voyez, j'ai encore un t-shirt Starkware, parce que je n'ai pas encore reçu mes t-shirts de la fondation. Ça fait un mois à peu près, un mois et demi que je suis à la fondation. Et je m'occupe des développeurs relations à la fondation Starknet. Okay. Aujourd'hui, moi, ce dont je vais vous parler, c'est le funnel, je ne sais pas comment on dit ça, le pipeline, on va dire, par lequel passent la plupart des devs qui rentrent dans notre écosystème, les différentes opportunités qui s'offrent à eux, et comment est-ce qu'en fait on arrive de « Ah ben, je suis nouveau dans l'écosystème » à « J'ai fondé une boîte sur Starknet et je suis trop content. » Okay. Il faut savoir que c'est des trucs qui viennent petit à petit, et dans l'ensemble, c'est un peu comme ce qu'Arthur disait un peu avant. Aujourd'hui, dans l'état de l'écosystème actuel, c'est pas tous ces process-là que je vais décrire, ils ne sont pas ancrés dans le marbre. Ce pas des trucs qui sont fixés, sur lesquels vous allez avoir une page, vous allez pouvoir envoyer une demande. C'est des process qui sont organiques, qui sont émergents, et l'essentiel de ce que je vais décrire là, ça fonctionne avec de la cooptation. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à un stade où vous allez pouvoir arriver, lire une page et dire « Ah, bah, je voudrais faire ça », et puis tac, vous allez avoir une réponse. L'essentiel de ce que vous allez pouvoir faire dans l'écosystème Starknet, ça va faire autour des connexions que vous allez faire, autour des gens que vous allez rencontrer et de la volonté que vous allez avoir à collaborer avec les gens. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas pour tout le monde, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Et si vous avez des idées pour améliorer ça, on est content de l'entendre. Alors, je vais vous parler du coup des différentes opportunités qu'on offre aux gens. Aujourd'hui, nous, pour être aussi très clair, on a un gros biais. Vous savez, vous pouvez vous asseoir sur les. Vous êtes tous debout là. Si vous voulez vous mettre là, allez-y, hein, tranquille. Je préfère que vous asseyez maintenant qu'au milieu de la presse. Alors, on a un gros biais pour les devs. C'est pas un truc dont on est complètement satisfait. Pour construire des bons produits, il n'y a pas besoin que de devs. Il y a besoin aussi d'un tas d'autres compétences. Mais aujourd'hui, de fait, c'est l'état de notre écosystème est comme ça. Si jamais vous avez des compétences qui ne sont pas des compétences de dev et que vous dites « Ah, mais moi, je pourrais faire ça dans l'écosystème Starknet », venez nous voir, on sera ravis de discuter, on a envie de savoir comment on peut faire mieux. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est ouvert à la discussion, on veut en savoir plus. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer, okay. Alors, généralement, la première étape que les gens, par lesquelles les gens passent quand ils arrivent sur Starknet, c'est un meet-up, d'une forme ou d'une autre. Ça peut être un meet-up comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui est en partenariat avec un autre groupe meet-up, ou alors ça peut être un meet-up Starknet spécifique. Généralement, les gens voient de la lumière, ils voient un truc sur Internet, ils disent « Ah, bah, je vais jeter un œil », et ils entendent un peu parler de l'écosystème. Les meet-up, c'est aussi une façon très facile de s'impliquer dans l'écosystème et de contribuer et de faire le premier pas vers « je commence à m'impliquer dans l'écosystème ». Et en fait, pour ça, nous, on a un programme qui est relativement simple où on... Ah ben non, mais il n'y a pas le texte. Voilà. Caraca. OK. Donc, aujourd'hui, le programme Meetup, il est lancé essentiellement, enfin, il est maintenu par Starkware. Bientôt, la fondation en aura le nôtre aussi, qui sera sensiblement le même. Le deal, il est assez simple. Si vous voulez organiser un Meetup dans votre ville, on va vous donner une bourse de 1 000 $ qui va vous permettre de payer un endroit où retrouver les gens, payer de quoi acheter à manger et éventuellement, je ne sais pas, acheter des stickers, faire ce que vous voulez avec. L'idée étant de se réunir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est que c'est très cool de voir des choses sur Internet, c'est très cool de lire de la documentation technique, c'est super important. Mais à la fin des fins, les réseaux de blockchain, c'est des réseaux d'humains. Et les humains, on aime bien se rencontrer. Et nous, on a un biais par rapport à ça. On aime beaucoup les événements in real life et dans la vraie vie. Et du coup, on essaie de faire le maximum pour que les gens puissent facilement se retrouver, échanger autour de leurs projets respectifs, partager une bière, présenter leurs projets et trouver des gens avec qui
avec qui créer des nouveaux projets. D'ailleurs, on a déjà fait un meet-up ici il y a quelques temps, c'était assez cool. Ok, donc ça, généralement, c'est la première étape. C'est là où les gens arrivent pour la première fois. Et c'est aussi un des trucs les plus simples qu'on peut faire pour s'impliquer dans la communauté. Le deuxième truc où les gens vont commencer à s'impliquer, la deuxième étape, c'est un projet qu'on appelle, vous voyez, j'ai mis un lien aussi pour les meet-up qu'on fait à Paris. Donc ça, c'est le groupe de meet-up de StarkNet Paris. On en fait tous les mois à peu près. Et le dernier, il y a Tariq qui était là, qui a présenté un truc. Et puis, il y a un paquet de gens qui sont dans la salle qui viennent régulièrement. Donc, n'hésitez pas à leur poser la question. Ils vous diront que c'est cool. Enfin, en tout cas, j'espère. Le deuxième truc où les gens vont passer en règle générale, alors ça, c'est les gens vont commencer à se dire, les devs vont commencer à se dire, je veux monter en compétence sur StarkNet, comment est-ce que je fais en fait? Parce que StarkNet, vous le savez peut-être, ce n'est pas une chaîne EVM. StarkNet, c'est un écosystème un petit peu différent, c'est un stack qui est un petit peu différent. D'un point de vue haut niveau, ça fonctionne de la même façon, hein. C'est une blockchain, il y a des contrats, il y a des comptes, il y a des blocs, il y a des transactions, c'est la même chose. Mais la façon dont le réseau est structuré est un peu différent d'Ethereum, le langage de programmation de smart contract est différent de Solidity. Du coup, il y a une petite courbe d'apprentissage qui est différente d'Ethereum. Donc à ce moment-là, les gens vont se dire, comment est-ce que je monte en compétences? Il y a plein de programmes en ligne qui vous permettent de monter en compétences. Je vais vous en recommander 2 aujourd'hui. Je n'ai pas fait de slide là-dessus, mais je les mentionne maintenant. Il y a un tuto en ligne qui s'appelle Starklings, qui est très bien. Ça s'écrit Starklings comme Rust Links, mais avec Stark au début, qui est très bien pour apprendre à faire ses premiers pas en Cairo. Deuxièmement, il y a un site qui s'appelle Node Guardians. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Node Guardians. Voilà, il y en a qui ont déjà fait des quests sur Node Guardians? Oh oui, c'est vrai que oui. Eh bien, si vous connaissez Node Guardians, allez jeter un œil, c'est un super site, il y a des super ressources pour monter en compétences. Moi, je vous dirais qu'en règle générale, Node Guardians, c'est bien pour quand vous avez un niveau un peu avancé, parce que c'est vraiment des challenges qui sont en profondeur. Et une fois que vous les terminez, nous, aujourd'hui, les gens qui finissent Node Guardians, c'est clairement un critère où on sait qu'ils ont un certain niveau. Et c'est un très bon truc pour prouver que vous savez faire des choses. Node Guardians, ils ont des cours en Cairo, il ne faut pas hésiter à les faire, ils sont bons et aussi ils ont une communauté qui est cool. Et le troisième truc que moi j'ai mentionné, c'est un programme que nous on a lancé il y a quelques temps déjà, il y a un peu plus d'1 an, qu'on appelle Basecamp. Basecamp, c'est un truc qu'on fait avec mon équipe. C'est un programme de 6 sessions de 2 heures, où on les fait en règle générale une fois par semaine pendant 2 heures, et on vous donne des devoirs en plus. Et on explique aux gens qui viennent du Web 2 ou d'un autre écosystème Web 3 comment faire leur premier pas sur l'écosystème, déployer leur premier contrat, faire un environnement de dev qui soit professionnel pour qu'à la fin de ces 6 semaines, vous soyez au taquet et vous puissiez commencer à bosser sur des projets pro. L'objectif, c'est vraiment de vous prendre de 0 jusqu'à 1 et de vous amener à faire vos premiers pas sur l'écosystème StarkNet. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ce sera le prochain. On a terminé il y a la semaine dernière la dernière session qu'on a faite. C'est complètement gratuit, c'est en ligne. Aujourd'hui, on le fait sur des zones horaires qui sont celles des États-Unis et de l'Europe. Donc c'est assez confortable pour vous. Ce n'est pas dit qu'on le fasse forcément comme ça sur les prochaines, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et voilà. Donc, Basecamp, c'est une bonne façon d'onboarder StarkNet et de bien comprendre. On explique vraiment tout de comment on code à comment le réseau fonctionne. Et à une époque, on faisait une session sur les maths. En fait, on se rend compte que la plupart des gens, les maths, ça les intéresse pas en fait. C'est une vraie question d'ailleurs quand on travaille sur des technologies comme ça, c'est jusqu'à quel point il faut descendre. Parce que plus on descend, moins ça intéresse les gens en fait. Et c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Et du coup, on traite moins les maths maintenant. Mais si les maths, derrière les preuves à zero knowledge, c'est un truc qui vous intéresse, on peut vous orienter dans cette direction aussi. Et du coup, comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on fait sur une zone horaire qui est celle d'Europe et des États-Unis, et c'est un truc qu'on fait en anglais. Est-ce que c'est satisfaisant? En vrai, pas vraiment, parce qu'il y a un tas de devs qui ne parlent pas anglais, il y a un tas de devs qui dorment pendant que nous, on ne dort pas ici, et du coup, on ne peut pas parler à tout le monde. Donc Basecamp, c'est un programme qui est entièrement gratuit, dont le contenu est entièrement open source. Et nous, en fait, on pousse les gens de la communauté qui sont intéressés à
à apprendre aux autres et à transmettre, on les pousse à eux-mêmes faire leur propre session de Basecamp. Donc typiquement, j'ai noté tous ces groupes-là parce qu'en fait, dans chacun de ces pays-là, on a des gens qui sont venus nous voir en disant « Ah ben moi j'ai envie de, je sais pas, j'aimerais bien faire un meet-up, un workshop où les gens, je leur apprenne à coder en Cairo. » Ou alors il y a des gens qui nous ont dit « Ah ben moi j'aimerais bien, je connais tous ces devs-là, ils sont super bons, ils veulent apprendre à faire du Web3, j'aimerais bien leur parler de Starknet. » Ben, nous en fait, on leur donne le contenu, on finance éventuellement les tuteurs qui vont donner les cours et on leur donne du support en termes de visibilité pour qu'ils aient un maximum de personnes qui s'inscrivent et qui finissent le cours. L'objectif avec ça, c'est vraiment de faire en sorte... Notre objectif avec Basecamp, ce n'est pas de faire un cours payant avec des milliers de personnes qui le suivent. L'objectif, c'est de faire un cours qui soit le plus facile à consommer possible et à enseigner. Et du coup, on pousse vraiment les gens à le traduire dans leur langage, à l'enseigner selon leurs propres modalités. Ils peuvent prendre les 6 sessions, ils peuvent décider d'en faire 3 s'ils veulent ou d'en faire 12. Ils font leur truc. C'est eux qui décident comment ils enseignent ce truc-là. Et on leur donne aussi du support en termes de... en fait, organiser un cours, c'est pas juste je fais un call et puis je me pointe et j'apprends des choses. Il y a un tas de trucs super chiants qui vont autour. Par exemple, envoyer des emails, faire des rendez-vous dans des calendriers, gérer les inscriptions des gens. Et on leur donne tous ces outils-là pour qu'ils puissent le faire facilement et que le seul truc qu'ils aient à faire, c'est expliquer aux gens et passer du temps de qualité avec eux. Okay. Donc ça, c'est un autre programme qu'on fait. Et c'est un autre programme aussi, il y a des membres de l'écosystème qui, une fois qu'ils ont terminé Basecamp, ils disent « Ah bah, je ne sais pas trop quoi faire, mais je serais intéressé par contribuer. » Et du coup, ils vont recevoir un grant pour faire ça. Ça va leur permettre de continuer un peu à s'impliquer dans l'écosystème, à monter en compétences sur Cairo et Starknet, parce que plus on explique, on apprend, on ne connaît jamais aussi bien un sujet que quand on l'explique à quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi un vecteur pour eux de monter en compétences. Okay. Un autre truc qu'on fait, c'est on donne des builders grants. On donne des grants pour les builders qui arrivent dans l'écosystème. Alors, ce n'est pas des grants qui vont vous permettre de lâcher votre boulot et de venir dans l'écosystème. En règle générale, c'est plutôt un truc qui se porte bien avec des gens qui sont en freelance ou des gens qui ont un boulot et qui peuvent faire ça sur le côté. Il y en a plusieurs dans la salle qui ont déjà reçu un grant ici. Vous pouvez lever la main pour voir ? Voilà. Si vous avez des questions sur le programme, posez-leur la question, ils vous expliqueront comment ça se passe. Nous, en règle générale, on donne des grants à qui? On donne des grants aux gens qui nous ont été recommandés ou aux gens où on les voit sur des réseaux sociaux, sur Discord, sur Twitter. On voit qu'ils posent des questions, on voit qu'ils savent de quoi ils parlent, on voit qu'ils ont déjà codé et qu'ils ont envie de faire un peu plus. Le grant qu'on donne aujourd'hui, c'est une taille standard, c'est 2500 $. On vous demande juste d'avoir une idée et de dire moi j'aimerais bien allouer tant de temps, parce que votre temps, c'est à vous de décider combien de temps, à cette idée, j'aimerais bien essayer de faire ça avec ce truc-là, et on ne va pas vous courir après pour savoir si vous avez livré sur ce truc-là. Pour nous, ces grants-là, l'objectif, c'est de vous donner le temps, l'espace et la paix d'esprit pour pouvoir explorer ce que vous pouvez faire sur Starknet, essayer de lancer un projet et de voir où ça mène. Et aussi, très clairement, c'est pour nous l'occasion de vous donner l'opportunité de construire votre portfolio. Parce qu'à un moment, si vous voulez travailler 100% sur Starknet, il va falloir que vous collaboriez avec des gens. Soit vous allez créer une entreprise, je vais y venir après, soit vous allez devoir chercher un boulot. Quand vous allez chercher un boulot, en règle générale, on va vous demander ce que vous savez faire. Notre objectif, c'est qu'avec ça, vous puissiez faire un truc qui est trop cool, et quand vous le montrez aux gens, ils disent « Ah, c'est mortel, je vois que tu sais de quoi tu parles. » Ok ? Et ça, c'est pareil, ce n'est pas un process qui est public. Je ne mets rien par écrit parce que ce n'est pas un truc... En fait, on n'a pas envie d'être floodé par des gens qui veulent juste chasser des grants. Donc, on n'est pas très sélectif, mais on n'est pas complètement open bar non plus. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez des questions là-dessus. Le troisième truc où généralement on va rediriger les gens après les grants, c'est des sources, des contributions vers de l'open source. Alors, Arthur l'a mentionné un peu plus tôt, il y a des systèmes qui vous permettent de faire de la contribution open source et de distribuer de l'argent et d'allouer des sous à votre projet open source. Nous, on travaille beaucoup avec une plateforme qui s'appelle OnlyDust. OnlyDust, c'est une plateforme qui permet aux projets open source de lister leurs projets et de dire, voilà, nous, on est ouvert à avoir des contributions et on paye nos contributeurs, ceux qui font des contributions de qualité.
Ce n'est pas un projet où en fait va y avoir un bounty, où vous allez pouvoir juste voir ah bah là il y a un truc à 100 balles et je vais le faire. Non, c'est un projet qui vise à avoir des gens qui s'impliquent vraiment dans les projets et qui soient là dans une vraie relation de devenir un contributeur au projet, mais qui les compense. Okay, et nous, on redirige énormément les builders qui savent faire du code en Cairo, qui connaissent l'infrastructure de Starknet et qui savent faire notamment beaucoup du Rust aujourd'hui. Il y en a qui savent faire du Rust ici? Ok. Il y a aussi des projets en JS. Et si vous ne savez pas faire du Rust, c'est aussi une super manière de monter en compétence en Rust. En fait, il y a un paquet de projets qui vont dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'aide pour faire ces trucs-là. Et pour vous, ça va être l'occasion de monter en compétence. Ça va être l'occasion de rencontrer des gens qui construisent sur Starknet, d'échanger des idées. Ça va être l'occasion d'avoir des contributions sur GitHub où vous allez pouvoir dire, ah bah voilà, moi j'ai fait ce truc-là, effectivement, et je sais ce que je fais. Et ça va aussi être, et c'est un bénéfice dont on ne parle pas forcément souvent, c'est que vous allez travailler sur des projets open source qui sont à la pointe de ce qui se fait. Ces outils-là, vous allez être les premiers, vu que vous allez les développer, vous êtes les premiers à savoir comment ils fonctionnent et à pouvoir vous en servir derrière lorsque vous allez créer une entreprise ou lorsqu'il y a une entreprise qui cherchera à les utiliser, vous pourrez dire « Ah ben moi je sais m'en servir de ce truc-là, regarde, j'ai commité ici, ici et ici ». Donc c'est une vraie bonne manière pour vous de mettre un pied à l'étrier parce que vous allez pouvoir payer une partie de votre loyer avec ces trucs-là, vous allez rencontrer des gens et c'est une vraie bonne manière de rentrer dans l'écosystème. Moi, je vous encourage fortement à aller jeter un œil. Et ils ont des projets pas que sur Starknet, dans un tas d'autres écosystèmes qui sont assez cool aussi. Et un autre truc qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps, ça c'est plutôt un pilote aujourd'hui. On a mis en place un programme de mentoring, dans le sens où aujourd'hui on se rend compte que les gens qui viennent dans l'écosystème, ce qui fait qu'ils restent, ce n'est pas forcément les sous, même si les sous évidemment ça aide, mais l'argent c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et la plupart des gens qui viennent dans l'écosystème, en fait, ce qui fait qu'ils restent, c'est les relations qu'ils tissent et les projets qu'ils mènent avec les gens. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on encourage au max les connexions dans l'écosystème. Et donc aujourd'hui, les gens qui se disent bah, « moi, je sais faire du Cairo et j'ai besoin d'aide » ou « je sais faire des trucs sur Starknet et j'ai besoin d'aide pour mener mon projet à l'étape d'après », on les connecte à des gens de l'écosystème qui construisent des choses, qui peuvent les guider autant d'un point de vue technique que d'un point de vue personnel pour leur dire « Ah, mais tiens, tu devrais parler avec machin, lui, il a fait ce truc-là ». Etc. Okay, c'est encore un pilote, c'est vraiment hyper manuel ce qu'on fait là, mais si vous voulez tester, n'hésitez pas, c'est un truc qui vaut le coup. Et le dernier truc que je voulais mentionner, c'est le fait de créer des entreprises. Parce qu'au final, la plupart des devs aujourd'hui se disent « Ah ben moi j'aimerais bien trouver un job », et c'est très important, évidemment, mais aujourd'hui, nous, dans l'écosystème, on se rend compte qu'il y a aussi besoin de gens qui sont capables de créer des jobs, de trouver des gens qui sont capables de créer des business. Et ce n'est pas des compétences que n'importe qui peut avoir, en fait. Je pense que comme beaucoup de choses, n'importe qui peut l'apprendre, mais il y a des gens qui ne sont pas forcément des devs, mais qui savent construire des business, et il y a des gens qui sont des devs, et ça ne les intéresse pas du tout de construire des business. Aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'on peut apporter beaucoup aux gens qui veulent construire des business, et on veut les aider pour ça. Que ce soit des gens qui aient déjà de l'expérience à faire des business ou des gens qui ont envie de le faire. Donc, les gens qui sont dans cette démarche-là, nous, pareil, on a un programme de mentoring avec des entrepreneurs de l'écosystème, pas avec des devs, mais avec des entrepreneurs vraiment. On va les connecter avec des gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux, les mêmes aspirations qu'eux. On va également leur donner des conseils sur comment structurer leur levée de fonds, s'ils veulent en faire une. Une fois que leur levée de fonds est bien structurée, on va les connecter avec des VC. Starkware a la chance d'avoir des très bons VC et on peut faire des intros vers tous ces gens-là pour pouvoir lever des fonds et faire avancer votre entreprise vers là où vous en avez besoin. Et on travaille aussi avec plusieurs incubateurs et on fait des connexions régulièrement pour les entrepreneurs qui ont envie de savoir comment amener leur business à l'étape d'après. C'est pareil, ça c'est quelque chose où c'est assez nouveau et c'est relativement émergent. Donc, si c'est un truc qui vous parle, venez me voir, parlons-en. Si c'est un truc où vous dites « Ah ouais, mais en fait, dans Starknet, c'est galère parce qu'il n'y a pas ça, ça et ça », dites-le moi. En vrai, dites-nous ce qu'on peut faire mieux parce qu'à la fin des fins, nous, ce qu'on veut, c'est que l'écosystème soit le plus accueillant possible, le plus intéressant pour les gens qui viennent et que ça grossisse et que ce soit un truc cool. Et le dernier truc que je vais mentionner, évidemment, c'est qu'on fait des events. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui seront à DevConnect à Istanbul. Il y en aura quelques-uns? Ok. Il y en a qui ont fait genre, je ne sais pas trop, je verrai quand même.
Nous, on y sera et on sera à trois grosses conférences. On sera à Starknet CC qu'on organise, qui est une conférence de l'écosystème, le lundi 13 novembre. On sera à la conférence sur le Account Abstraction le mardi 14 novembre. Et il y aura un track Starknet pour IF Global, qui est le hackathon qu'il y aura à Istanbul. Je ne sais pas si celui-ci, on peut participer à distance, mais si vous êtes sur place, participez sur place. Et si ce n'est pas le cas, si on ne peut pas participer à distance, je sais qu'il y en a un à distance pas longtemps après. Et là, vous pourrez participer. Il y a des prix à gagner, évidemment. Et c'est l'occasion ou jamais de tester ce que vous pouvez faire avec Starknet. Si c'est un truc qui vous intéresse, moi je vous conseille fortement de vous entraîner, faites vos premiers pas, faites Starklings et idéalement faites Node Guardians avant. Comme ça, vous arrivez, vous êtes au taquet et vous déroulez, vous tuez tout. OK ? Et voilà, c'est tout pour moi. C'est une slide que j'avais de côté, je l'aime bien, alors je l'ai mise. En vrai, je trouve que l'atmosphère dans l'écosystème crypto en ce moment est ambivalente. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai plein de discussions avec des gens qui sont là depuis longtemps. Tout le monde se pose des questions à se dire « Putain les gars, ça fait 10-15 ans qu'on y est. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire des trucs qui ont du sens? Ça marche ce qu'on fait ou il y a un truc ou pas ?» Et c'est des questions qui sont super intéressantes, je trouve, parce que déjà, c'est des questions importantes. Et deuxièmement, en fait, c'est des questions qui sont assez typiques de cette période du marché qu'on a en règle générale, en fait. Le bear market, c'est pas quand ça descend, c'est quand c'est plat et qu'on se fait chier. Et c'est maintenant, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à construire. Il y a plein de trucs intéressants, il y a plein d'opportunités qui sont là. Et aujourd'hui, où vous allouez votre temps et les trucs intéressants les trucs qui vous intéressent, ça vaut vraiment le coup de creuser. Donc voilà, j'espère que il y a des trucs que j'ai mentionnés qui vous intéresseront. N'hésitez pas à venir me parler et à bientôt. Bonsoir à tous, je suis Philippe de Mangrove et je vais vous parler ce soir des possibilités de développement de business, justement, de nouveaux projets dans un environnement protocolaire DeFi qui est Mangrove. Donc nous, on a une approche particulière, mais je pense que l'approche qu'on propose est de nature à être reprise, étendue, adaptée sur plein de protocoles. Et de ce que j'ai entendu, évidemment, du panorama qu'adressait Arthur, et puis de ce que Henri a montré, il y a vraiment beaucoup de choses qui résonnent. Donc, je vais vous montrer notre approche et l'initiative qu'on porte, qui s'appelle des pods au sein de Mangrove ou sur le protocole Mangrove. Je vais être un peu critique sur les grants. C'est pas que j'aime pas les grants. C'est que je pense que si on voit le développement d'un écosystème uniquement à base de grants, on rate quelque chose. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ici on parle de grants à ventures. Donc, on va passer sur ces 3 points. D'abord, parler justement des problèmes et des limitations des grants, en quoi ils sont une bonne chose, mais en quoi ils sont aussi un problème. Comment on peut s'inspirer d'un playbook qui est celui des plateformes web pour aller plus loin dans les instruments, dans les outils qu'on donne à des développeurs qui veulent, des développeurs ou des builders, je préfère le terme builders, qui développent des choses, des produits, des initiatives sur un protocole Web3. Et puis, on va prendre comme illustration précisément notre programme de pods au sein de Mangrove. Alors d'abord, le problème avec les grants. Ça va un peu loin, un peu vite. Il y a quelque chose qui est très frappant quand on est dans l'environnement Web3 et quand on travaille avec les DAO, c'est que les grants, c'est devenu l'instrument principal pour susciter des initiatives au sein d'un écosystème. Il y a même des DAO qui sont construites précisément pour distribuer des grants. Aave, par exemple, Gitcoin, etc. Et souvent, quand on essaye de voir à quoi ils servent, ces grants, il y a 2 cas. Il y a un cas où on se sert de grants parce qu'on n'a pas envie d'embaucher des gens et on va utiliser les grants pour faire du travail à des prestataires. Arthur parlait tout à l'heure, il mettait en garde, attention, ce que vous allez pouvoir faire dans un grant, peut-être qu'il va être pris par quelqu'un d'autre qui développe la même chose au même moment. C'est un petit peu bizarre. Soit on donne un travail à un prestataire, et à ce moment-là, on ne le donne pas à l'autre parce qu'il va travailler pour rien. Soit effectivement, on veut utiliser les grants d'une autre manière. La phrase qui est indiquée ici, c'est celle qui est prise sur
la page, la landing page d'un programme de grant pour une grande DAO. Si le but, c'est effectivement autre chose, c'est si celui de motiver beaucoup de personnes à travailler, à construire des choses dans un écosystème pour faire apparaître des produits qui utilisent un protocole, à ce moment-là, c'est différent. Ce n'est pas une relation de service provider, c'est une relation vraiment d'ensemencement, quelque part. On donne des moyens pour des gens de commencer à faire des choses. Mais la question qu'on pose, qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que c'est la meilleure manière de développer un environnement, de développer un écosystème que de s'appuyer sur des grants. J'arrive à cette slide. Vous connaissez peut-être cette fameuse phrase de Charlie Munger, « Montre-moi les incitations, show me the incentives, and I will show you the outcome ». En fonction des incitations qu'on a, on va avoir des comportements en aval qui vont être différents. Et là, quels sont les incentives quand on donne des grants et quels sont les outcomes à prévoir? Il y a deux outcomes qui sont très courants. La première chose, c'est que ce qu'on attire, c'est des chasseurs de primes. Et ça peut sonner péjoratif, ça ne l'est pas forcément. L'idée générale, c'est que quand on propose $2 000, $10 000, $20 000 pour un grant, ben on va attirer des gens qui ont envie, effectivement, de récupérer $2 000, $5 000, $20 000. Ce n'est pas nécessairement l'objectif dans le cadre de la construction d'un écosystème où on veut avoir des gens qui sont motivés pour développer un business ou des projets à long terme et pas de chercher la prime. Donc ça peut avoir un rôle d'amorçage, comme le programme dont parlait Henri tout à l'heure, où c'est une petite porte d'entrée et puis après qui débouche sur autre chose. Mais souvent, quand on voyait les niveaux de grants qui sont donnés par certaines DAO, certains projets dont parlait Arthur, où ça monte à 50 000, 100 000, 200 000, on se demande vraiment ce qu'on cherche. Et l'autre problème que ça crée, et l'autre outcome qui est bien connu, c'est que afin de s'assurer que ces grants sont donnés de façon professionnelle et de façon éthique, il faut qu'on vérifie qu'effectivement les gens délivrent, et il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'on ne donne pas aux copains. Donc du coup, on doit créer toute une bureaucratie, des process, voire parfois des systèmes de comités décentralisés pour s'assurer de ce niveau. Et donc ça crée beaucoup de lourdeur. On peut se demander si c'est vraiment, encore une fois, la meilleure manière de construire un écosystème vibrant avec plein de projets que de construire une bureaucratie centralisée qui va distribuer des subventions comme le ferait un État socialiste. Bon, je veux pas me... Alors, à la place, je vous propose de considérer d'autres points de vue, deux autres points de vue. Le point de vue du builder, qui veut véritablement créer quelque chose, donc celui de l'entrepreneur, celui du développeur, du stratégiste, du designer, peu importe, mais qui veut construire quelque chose qui a de l'ambition, qui va aller loin dans son impact. Et lui, donc, il va arriver il va choisir un écosystème parce que, précisément, dans cet écosystème, il trouve qu'il a un potentiel de créer ce long-lasting business, cette entreprise à long terme. Du côté de l'opérateur de l'écosystème, donc du côté d'un protocole comme Mangrove, l'idée, c'est précisément, au lieu de subventionner des gens qui cherchent des primes et qui s'arrêtent de travailler, qui vont chasser la prochaine prime dès l'instant où ils ont terminé leur boulot, ce qu'on va chercher, c'est inversement à trouver des gens qui ont un intérêt vesté à rester et à développer leur propre business. Et on veut leur donner les moyens d'y arriver. Et c'est pour ça que je vous propose de s'intéresser quelques instants à ce qui se passait avant, ou ce qui se passe encore dans le monde réel, pas le monde Web3, autour des plateformes web. Les plateformes web, pour la plupart, sont organisées en mode biface, double-sided marketplaces, comme on les appelle, avec d'un côté des producers et de l'autre côté des consumers. Et puis au milieu, un opérateur de plateforme. Donc ça, c'est un modèle qui a été cartographié des dizaines de fois, c'est très classique. Et vous l'avez partout, dès que vous vous intéressez à une plateforme, vous voyez ce système apparaître. Ici, vous avez un exemple.
Et on voit d'ailleurs pourquoi je l'introduis ici, parce que c'est la même chose en Web 2 et en Web 3. Donc quand on pense à YouTube, d'un côté, on a des gens qui consomment des vidéos, d'autres qui créent des vidéos ou qui les utilisent pour développer une activité d'influenceur, par exemple. Quand on pense à Uber, d'un côté, on a des gens qui ont un business de conduire des gens dans leur voiture, et puis de l'autre côté, des gens qui se font conduire, et ainsi de suite. Toutes les plateformes fonctionnent sur un système comme ça, en général double-sided, biface, et parfois multiface, avec différents types d'acteurs. Mais les protocoles Web3, que ce soit des protocoles DeFi ou des protocoles d'infrastructure, sont en général dans cette même relation avec leurs utilisateurs. Par exemple, Filecoin, d'un côté, vous avez des gens qui donnent de l'espace et d'autres qui utilisent l'espace pour stocker de la donnée. Par exemple, Uniswap, d'un côté, vous avez des liquidity providers et de l'autre côté, vous avez des gens qui tradent. Donc, on retrouve cette différence, ce double jeu. Et donc, comment font les plateformes Web 2 pour développer leur écosystème? Comment ils font pour réunir des acteurs de chaque côté? C'est important pour eux, parce que si on ne réunit pas rapidement des acteurs de chaque côté, la plateforme ne marche pas. Si on essaye d'utiliser Uber et puis qu'il n'y a pas de conducteur, ça ne marche pas. Mais si on est conducteur et il n'y a pas de gens qui veulent se faire conduire, ça ne marche pas non plus. Donc, la plateforme, on pense souvent aux plateformes, à tous les efforts qu'ils font pour attirer les consumers. Mais ils en font autant pour attirer les producers. Et là, vous avez quelques exemples avec Uber, Airbnb et Amazon. Et à chaque fois, vous voyez qu'on joue sur deux types d'incitation. D'un côté, on va faciliter le travail pour que ces gens, les producers, gagnent de l'argent, pas en leur donnant des sous, mais en faisant en sorte qu'ils construisent leur business. Donc, on va leur faciliter l'acquisition de clients avec les apps mobiles, on va leur faciliter l'encaissement avec le payment processing, on va leur faciliter le marketing et la communication avec, par exemple, le Recommendation Engine sur Amazon. Et puis, de l'autre côté, ce que font ces plateformes, elles réduisent au maximum la friction pour que ce soit le plus simple possible et le moins coûteux possible de démarrer son business. Donc, par exemple, Uber a mis en place des programmes pour faciliter à des auto-entrepreneurs la possibilité d'acquérir une voiture ou de louer une voiture et puis d'avoir un package tout compris avec la maintenance et avec l'assurance. C'est pareil pour Airbnb, c'est pareil pour Amazon, où là, il y a carrément toute la logistique qui est mise en place de façon pas simplement à pousser les produits d'Amazon et les distribuer mondialement, mais de distribuer aussi mondialement les produits de la petite boutique ou du petit artisan au coin de la rue. Donc, ils mettent à disposition des outils qui permettent de créer un business qui était carrément impossible avant d'obtenir ces facilités et ces plateformes. Alors, on va voir comment on peut adopter ça dans le contexte d'un protocole et notamment dans un programme qu'on appelle les pods, qu'on lance avec Mangrove et qui en est aussi à ce stade pilote, pour reprendre le terme d'Henri, donc qui en est à un stade d'expérimentation. Enfin, on a dans la salle un premier expérimentateur. Donc, ici, je vais m'arrêter je vais dire un mot sur Mangrove et pourquoi on peut évoquer cette distinction producer-consumer dans le cas de Mangrove. Mangrove, c'est un DEX qui est basé sur un carnet d'ordre, donc Order Book DEX, et il a cette particularité d'être programmable. Ça signifie qu'on peut développer, déployer des stratégies sous la forme de code qui sont associées à des offres qu'on poste sur le carnet d'ordre. Et ça ouvre un espace de design qui est complètement nouveau. Ça permet de créer des stratégies qui sont persistantes sur un carnet d'ordre et donc de créer des projets nouveaux, des produits nouveaux. Et l'analogie que j'aime donner, c'est de penser à Ethereum versus Bitcoin. Dans les deux cas, on a une structure de données qui est une blockchain. Mais dans le cas d'Ethereum, on a une machine de Turing et on peut créer n'importe quoi on top, au-dessus de la blockchain. Dans le cas de Mangrove, toute proportion gardée, c'est le même changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on a une structure de données qui est la même, un carnet d'ordre. Mais dans un cas, on peut juste faire des transactions et dans l'autre, on peut créer ce qu'on veut à partir de ce carnet d'ordre et créer des stratégies qui n'ont aucune limite en termes d'inventivité et de créativité. Donc pour nous, les producers vont être des développeurs et des stratégistes, des designers de stratégie qui vont pouvoir créer non seulement
des stratégies de market making, donc très proches du fonctionnement d'un order book, mais aussi d'autres stratégies très différentes, par exemple pour couvrir un ratio de collatéralisation sur un lending market. Donc on a besoin dans l'écosystème de développeurs qui vont faire ça, parce que nous, chez Mangrove, on a vocation à créer l'engine, on n'a pas vocation à se substituer à un écosystème et à développer tous ces produits. Et pour ça, on va travailler également sur les deux piliers dont je vous parlais pour le Web 2, c'est-à-dire d'un côté, faire en sorte qu'il soit facile de générer du revenu, en tout cas le plus facile possible, pour les pods de générer du revenu. Et une première chose qu'on peut faire, qui est assez logique, c'est que pour tout DEX, ça c'est un avantage qu'on a par rapport à d'autres protocoles, il est communément admis que quand on fait une transaction sur un DEX, l'utilisateur paye des fees. Donc, ça signifie que nous, on peut utiliser ces fees pour les rediriger vers les stratégies qui les ont déclenchées. Et donc, les développeurs de stratégies vont pouvoir récupérer une partie, toute ou partie, des fees qui sont générées à l'occasion du déploiement ou de l'exécution de leur code. Alors évidemment, ils peuvent avoir aussi un modèle de business on top, indépendamment du market engine, indépendamment du DEX lui-même. On a aujourd'hui un projet qui se crée où il y a un modèle d'abonnement en plus d'utiliser Mangrove. Donc ça ne se réduit pas nécessairement aux frais de transaction. Mais il y a cette première couche, les frais de transaction peuvent être renvoyés vers les développeurs. Et le deuxième aspect, réduire la friction. Comment on peut faire ça? Bon, j'ai bien compris qu'ici, la plupart des gens ici sont développeurs, designers, après le petit sondage. Donc l'idée, c'est que on n'a pas forcément, quand on est développeur ou designer, toutes les compétences et l'envie nécessairement de les mobiliser, de les acquérir pour développer une boîte. Mais néanmoins, on peut avoir envie d'avoir une activité, de développer une initiative jusqu'à son terme, en récupérant les compétences, en s'associant à des tiers qui vont fournir ce complément. En général, il y a deux façons de faire. La première façon classique, c'est qu'on lève de l'argent, et puis on embauche, et on prend des gens qui complètent le profil des cofondateurs. Mais c'est très lourd, et ce n'est pas forcément adapté à un produit relativement simple qui va trouver un marché relativement rapidement. L'autre possibilité, c'est de s'organiser en réseau de pods, en réseau d'équipes qui vont apporter les compétences qui manquent. Et c'est pour ça qu'on construit un outil ici, qui est le Value Sharing Agreement, qui est inspiré d'autres innovations d'entreprises qui ont été faites dans le monde classique. Et l'idée ici, c'est que les flux de transactions, les flux monétaires, les flux de valeur qui vont venir du Market Engine vont être disponibles dans un smart contract et redistribués automatiquement, non seulement à l'équipe qui a produit, qui lead l'initiative, mais à d'autres équipes qui ont contribué en travail et qui ont amené des compétences qui manquaient à l'équipe de dev ou à l'équipe de stratégiste qui a démarré le produit. Par exemple, de la recherche, par exemple, du marketing, par exemple, du bizdev, etc. Et donc, ce système-là, aujourd'hui, on essaye de l'amorcer avec ce modèle qui ne se fait pas encore sous forme de smart contract, qui se fait simplement manuellement, et avec ici des support pods, c'est-à-dire des équipes qui apportent ces compétences manquantes et qui sont pour le moment sourcées au sein de l'équipe core de Mangrove, mais qui ont vocation à devenir indépendantes. Donc voilà le système qu'on propose aujourd'hui. Et le dernier point, je terminerai là-dessus, c'est qu'il est super important que si vous créez un projet qui dépend d'une infrastructure, c'est ce qu'on appelle le risque de plateforme, vous soyez certain que votre projet il a une autonomie et il n'est pas en situation de vulnérabilité vis-à-vis de la plateforme elle-même. Et on sait très bien que dans le monde des plateformes classiques, les plateformes web, c'est un risque permanent. On a vu Twitter fermer ses API et killer, tuer du jour au lendemain tous les clients Twitter. On a vu Reddit récemment faire la même chose. C'est une tendance qu'ont les plateformes classiques à faire ça. Évidemment, Amazon, que ce soit Amazon Web Services ou Amazon.com, qui rentrent en compétition avec ses vendeurs, c'est un problème fondamental des plateformes.
Ici, ce qu'on introduit, c'est un modèle de gouvernance qui fait qu'un tiers des voix de la gouvernance générale de mangrove est attribué aux gens qui construisent sur mangrove. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit et qui fasse que les gens qui ont investi du temps, de l'énergie, de la créativité sur mangrove se retrouvent en situation de ne plus être en capacité de faire tourner leur business. Voilà, je termine là-dessus et je serais très content de parler plus précisément des exemples de produits sur lesquels on travaille et de possibilités avec ceux que ça intéresse de créer un nouveau pod. Merci.